On dit qu'Hollywood façonne des étoiles, mais il suffit d'un instant pour les éteindre. Une remarque cinglante, un rôle arraché, un regard chargé de mépris. Une carrière peut s'effondrer sous le poids d'une rumeur. Sophia Loren, icône du cinéma italien, en a fait l'amère expérience. Pendant des décennies, elle a illuminé les écrans par sa beauté envoûtante et son talent brut, devenant une légende mondiale. Mais derrière les projecteurs, dans l'ombre des studios, les jalousies, les trahisons et les rivalités ont lentement terni son éclat. À 90 ans, Sophia Loren, désormais libre de toute retenue, lève le voile sur les 5 acteurs qui, par leurs actes, ont tenté de briser sa carrière. Leur histoire, tissée de passion, de scandales et de luttes, révèle la face cachée d'Hollywood, où le glamour dissimule des blessures profondes. La plus grande tragédie de Sophia Loren ne fut pas un film mal accueilli ou une critique acerbe, mais un homme, Cary Grant. Il fut son grand amour, sa blessure la plus vive, et celui qui, sans même le vouloir, détourna le cours de sa carrière. Leur rencontre, sur le tournage de La Flamme et la Chair en 1957, marqua un tournant. Sophia, alors âgée de 21 ans, était une étoile montante. Jeune, rayonnante, elle découvrait Hollywood avec un anglais hésitant et un cœur encore ancré dans son Italie natale. Cary Grant, lui, à 53 ans, était une légende intouchable. Élégant, charismatique, il incarnait l'idéal masculin avec une aisance naturelle. Marié à sa 3e épouse, Betsy Drake, il semblait hors d'atteinte. Pourtant, dès leur première rencontre, une étincelle jaillit, aussi irrésistible que destructrice. Quand j'ai vu le profil inimitable de Cary à la porte, j'ai cru que j'allais m'évanouir, confia Sophia des années plus tard. Il était l'incarnation de ses rôles à l'écran. Charmeur, magnétique, presque irréel. Malgré leur différence d'âge, plus de 3 décennies, et leurs engagements respectifs, Sophia était secrètement fiancée au producteur Carlo Ponti, ils succombèrent à une passion dévorante. Grant la poursuivit avec une intensité qui surprit même Sophia. Il lui envoyait des lettres longues et poétiques, presque mystiques, où il l'implorait de penser à lui chaque nuit. Chaque matin, il l'appelait, sa voix douce et persuasive traversant l'Atlantique. Il lui offrait des bouquets somptueux, livrés quotidiennement à sa porte, et 2 bracelets en or gravés, symbole de sa promesse de protection. Dans l'une de ses lettres, il écrivit « Pardonne-moi, cher enfant, je te presse trop. Prie, et moi aussi je prierai jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Adieu, Sophia. Cary. » Sophia, jeune et vulnérable, crut en cet homme. Elle crut en ses rôles de héros romantiques, pensant qu'il était aussi sincère hors des plateaux. Elle crut en ses murmures de divorce, en la promesse d'une vie commune sous le soleil d'Hollywood. Mais Hollywood est un royaume d'illusions, où les promesses s'effacent aussi vite que les génériques. En 1957, alors qu'elle attendait encore la réalisation de ce rêve, une lettre de Betsy Drake arriva. Froide, brutale, elle brisa tout. Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie, et ta scène avec lui est terminée. Pour Sophia, ce fut un choc, une humiliation publique qui la laissa dévastée. Elle comprit, en une nuit, que l'homme qu'elle aimait n'avait fait que jouer un rôle. J'ai cru que les hommes pouvaient être aussi tendres que les personnages qu'ils incarnaient, confia-t-elle plus tard. Mais lui jouait, et moi, j'étais sincère. Dévastée, Sophia se tourna vers Carlo Ponti, qui la courtisait avec patience depuis des années. Par résignation plus que par passion, elle accepta sa demande en mariage. Mais ce choix déclencha une tempête. Selon la loi catholique italienne, Ponti était encore marié à sa première épouse. Leur union secrète, célébrée par procuration au Mexique, fut dénoncée comme un acte de bigamie. Le Vatican condamna Sophia, la presse italienne l'accabla, la traitant de femme immorale, et elle fut contrainte à l'exil, trouvant refuge en France et en Suisse. Ce qui aurait pu être un mariage glamour avec Cary Grant, star adulée, devint une vie marquée par le scandale et l'isolement. Les journaux italiens, autrefois si fiers de leur étoile montante, la tournèrent en dérision, tandis que les tabloïds américains alimentaient les rumeurs sur sa liaison avec Grant. Le tournage de La Blonde explosive aggrava la situation. Le rôle, initialement prévu pour Betsy Drake, fut attribué à Sophia sur l'insistance de Grant. Ce remplacement, perçu comme une trahison publique, fit scandale. La presse surnomma Sophia la briseuse de ménage, et les rumeurs dépeignirent une femme ambitieuse et manipulatrice. Les producteurs,
craignant la controverse, commencèrent à la tenir à distance. Le réalisateur Melville Chavelson décrivit plus tard un plateau saturé de tension. Leur alchimie était si intense qu'elle en devenait ingérable. Le film était impossible à diriger. Les scènes d'amour, censées captiver le public, semblaient mécaniques, marquées par une gêne palpable. Au lieu de propulser la carrière américaine de Sofia, la blonde explosive la transforma en coupable aux yeux du public. Grant, lui, sortit indemne, son aura intacte, continuant à charmer les foules. Sofia, elle, porta seule le poids de la honte, son image ternie par des manchettes sensationnalistes. En 1966, lorsqu'elle put enfin épouser légalement Carlo Ponti après des années de bataille juridique, Sofia trouva une forme de stabilité. Mais le mal était fait. Hollywood l'avait cataloguée. Trop scandaleuse, trop européenne, trop exigeante. Des rôles qui auraient dû lui revenir des drames romantiques, des fresques épiques furent confiés à d'autres actrices jugées moins controversées. Grant, lui, continua de briller, enchaînant les succès et les mariages, toujours adoré par le public. Sofia, elle, dut se battre pour se réinventer. Elle ne voulait plus être vue comme une starlette définie par une liaison, mais comme une actrice d'exception. Son Oscar pour La Ciociara en 1962, où elle incarna une mère brisée par la guerre dans un rôle d'une intensité déchirante, fut une victoire arrachée par sa résilience, non par le soutien des studios américains. Ce triomphe, obtenu à seulement 27 ans, marqua son retour, prouvant au monde qu'elle était bien plus qu'une victime des intrigues hollywoodiennes. Chaque scène de ce film, tournée sous la direction de Vittorio De Sica, témoignait de sa capacité à transcender la douleur personnelle pour créer une œuvre universelle. Sophia Loren a affronté l'humiliation face à l'un des titans du cinéma, Marlon Brando. L'incident sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong en 1967 ne fut pas une simple querelle, mais une transgression brutale, un abus de pouvoir qui révéla le prix que payaient les femmes qui osaient défier les puissants. À l'époque, Sophia et Brando étaient des géants. Lui, l'icône rebelle de Sur les quais et un tramway nommé Désir, avait révolutionné l'art dramatique avec son intensité brute. Réunis sous la direction de Charlie Chaplin pour une comédie romantique à bord d'un paquebot, il devait incarner le glamour et la passion. Le monde entier attendait un chef-d'œuvre, une rencontre entre deux légendes vivantes. Mais ce qui promettait d'être une alchimie légendaire tourna au cauchemar. Dans ses mémoires, hier, aujourd'hui, demain, Sophia raconte l'instant qui changea tout. Tout à coup, il a posé ses mains sur moi. Sans crier, avec une froide détermination, elle se retourna et lança « N'ose plus jamais recommencer. Jamais !» Ces mots tombèrent comme un coup près sur le plateau silencieux. Brando, intouchable, venait d'agresser sa partenaire devant toute l'équipe. Le regard de Sophia, perçant et inflexible, le réduisit à l'état de simple mortel. Pour la première fois, le grand Marlon Brando parut petit, désarmé, presque honteux de son statut. Il ne recommença jamais, mais le mal était fait. Cet incident marqua la fin de toute complicité professionnelle. Les scènes censées rayonner de tendresse devinrent des exercices de froideur. Leurs regards ne se croisaient plus, leurs gestes étaient mécaniques, et la magie promise par Chaplin s'évanouit. Brando, déjà connu pour son arrogance légendaire et ses retards chroniques, devint insupportable. Il arrivait en retard, improvisait sans respecter le scénario, et testait la patience de tous. Chaplin lui-même, maître incontesté du cinéma, le réprimanda publiquement pour son manque de professionnalisme, réduisant sa voix à un murmure. Mais même l'autorité de Chaplin ne put dissiper l'hostilité qui régnait entre les deux stars. Là où l'affiche promettait une alchimie enflammée, la caméra ne captait que des tensions glaciales, des étreintes raides, des silences lourds de rancune. À cette époque, pour une actrice, le silence était souvent une question de survie. Les abus étaient tus, les comportements toxiques ignorés, et les victimes devaient sourire pour préserver leur carrière. Mais Sophia choisit la défiance. En dénonçant Brando devant l'équipe, elle brisa un tabou. Ce geste, aussi courageux qu'inédit, eut un prix. Brando était une idole à Hollywood, un acteur dont la parole pesait plus lourd que celle de n'importe quelle actrice, même une star comme Sophia. Les murmures se répandirent, elle était difficile, compliquée, une femme qui osait défier un roi du cinéma. Les propositions de rôle se raréfièrent, et les studios, craignant les remous, commencèrent à l'éviter.
Les directeurs de casting chuchotaient qu'elle était trop imprévisible, une étrangère qui ne connaissait pas sa place. L'arrogance de Brando était notoire. Il s'était déjà querellé avec Frank Sinatra sur le tournage de Blanche Colombe et Vilain Messieurs, avait méprisé des réalisateurs comme Stanley Kubrick, et humilierait plus tard Maria Schneider sur le tournage de Le Dernier Tango à Paris. Pour lui, les limites étaient faites pour être défiées, brisées, moquées. Mais pour Sofia, l'incident de la comtesse de Hong Kong laissa une cicatrice profonde. C'était très dur de travailler avec lui après ça, avoua-t-elle. Chaque scène devenait un rappel de l'affront subi, un combat pour préserver sa dignité. Pourtant, elle refusa de se laisser définir par cet épisode. Elle continua à tourner, à captiver le public par son talent, prouvant qu'elle était plus grande que les abus qu'elle avait endurés. Son courage et sa résilience firent d'elle une légende, mais à quel prix? Chaque film devenait une bataille, chaque rôle une preuve de sa force. Sophia Loren, déesse italienne aux yeux d'orage, semblait destinée à régner éternellement. Charlton Heston, héros épique des 10 commandements et de Ben-Hur, aurait dû être son égal. Leur collaboration sur El Cid en 1961, une fresque historique tournée en Espagne, promettait des étincelles. Mais au lieu d'une passion légendaire, le tournage devint un champ de bataille, et selon Sophia, Heston faillit détruire sa carrière. El Cid était un projet colossal. Produit par Samuel Bronston, ce drame retraçait la vie de Rodrigo Diaz de Vivar, héros médiéval espagnol. Heston, fort de son Oscar pour Ben-Hur, se considérait comme la star incontestée. Sophia, choisie pour incarner Jimna, l'épouse fidèle, était déjà une icône mondiale, ayant partagé l'écran avec Cary Grant et Frank Sinatra. Mais elle refusa de se contenter d'un rôle secondaire. Elle négocia un salaire colossal supérieur, dit-on, à celui de Heston, fit venir son coiffeur personnel à 200 $ par semaine, et exigea que le script soit adapté à son style, avec des scènes romantiques renforcées. Elle voulait que Jimna soit plus qu'une épouse décorative, une héroïne à part entière, une figure tragique et passionnée. Heston, habitué à dominer les plateaux, fut outré. Pour lui, El Cid était son film, une épopée guerrière où il incarnait le héros. L'influence croissante de Sophia, qui transformait le récit en un mélodrame romantique, était une insulte à son ego. La tension devint palpable dès les premières répétitions. Les retards de Sophia, son perfectionnisme, son aura de diva exaspéraient Heston. Il alla jusqu'à exiger qu'un double le remplace dans les scènes où la caméra se focalisait sur elle, refusant de lui accorder ne serait-ce qu'un regard. Dans la scène finale, où Rodrigo et Jimna devaient exprimer une dévotion tragique au chevet du héros mourant, Heston refusa de croiser son regard. « Je regardais l'avenir, pas ses yeux », déclara-t-il plus tard, un sourire moqueur aux lèvres. Ce que le public prit pour une noblesse stoïque n'était en réalité qu'un mépris glacial, un refus de reconnaître Sophia comme son égale. En coulisses, la guerre s'étendit à la production. Quand le nom de Heston fut placé au-dessus de celui de Sophia sur les affiches, elle porta plainte contre Bronston pour rupture de contrat. Pour elle, ce n'était pas une question de vanité, mais de survie dans une industrie où l'ordre des crédits déterminait le pouvoir. Cette bataille publique alimenta les rumeurs. Sophia était une diva, une étrangère trop exigeante, une femme qui osait défier un pilier d'Hollywood. Malgré le succès d'El Cid au box-office, les critiques notèrent une étrange absence de chimie entre les deux stars. Newsweek écrivit « Mademoiselle Loren et Monsieur Heston passent leur temps à s'échanger des regards furieux. » Pour Sophia, ce fut plus qu'une déception artistique, une blessure personnelle. L'influence de Heston à Hollywood, combinée aux rumeurs sur son prétendu comportement capricieux, referma des portes. Les studios américains, méfiants, hésitaient à l'engager pour des rôles majeurs. « Ils m'ont puni parce que j'exigeais du respect », confia-t-elle en privé. « Ils ne pouvaient pas me pardonner de ne pas m'incliner devant son ego. » Sophia dut se battre pour reconquérir sa place, prouvant sa valeur à travers des performances inoubliables. El Cid reste un classique, mais pour elle, il fut le symbole d'une lutte acharnée contre un système qui favorisait les hommes puissants. Chaque regard qu'elle lançait à l'écran était un défi, chaque scène une affirmation de sa dignité. Une photographie a marqué l'histoire d'Hollywood, Sophia Loren, lançant un regard assassin vers le décolleté vertigineux de Jayne Mansfield lors d'une soirée à Beverly Hills en 1957. Ce cliché, devenu une icône culturelle,
est partagé comme un mème, un symbole d'une rivalité supposée. Mais pour Sofia, ce moment n'avait rien de drôle. Il incarnait la peur, la colère et la certitude qu'un seul scandale pouvait ruiner une carrière. Sofia, alors âgée de 22 ans, venait de signer un contrat majeur avec Paramount. Cette soirée, organisée pour célébrer son arrivée à Hollywood, devait être son couronnement. Elle était l'étoile montante, prête à conquérir l'Amérique après avoir ébloui l'Europe par sa beauté et son talent brut. Mais Jane Mansfield, reine des coups médiatiques, fit une entrée calculée. En retard, vêtue d'une robe si échancrée qu'elle frôlait l'indécence, Mansfield attira tous les regards. Ignorant la foule de célébrités, elle se dirigea droit vers la table de Sofia et s'assit à ses côtés, se penchant juste assez pour que les photographes capturent son décolleté. Le regard de Sofia, figé sur la photo, mêlait effroi et mépris. « Regardez mes yeux », expliqua-t-elle des décennies plus tard. Je fixe sa poitrine parce que j'avais peur qu'elle déborde dans mon assiette. Vous pouvez lire la peur sur mon visage. J'avais l'impression que tout allait exploser. Le public, lui, n'y vit qu'une rivalité féminine, une jalousie entre deux stars. Mansfield, experte en scandale, avait orchestré ce moment. Connue pour ses accidents vestimentaires et ses provocations médiatiques, elle s'était forgé une carrière sur l'excès, se vendant comme une version plus audacieuse de Marilyn Monroe. Le lendemain, les gros titres oublièrent le contrat de Sofia pour se focaliser sur la poitrine de Mansfield et le « regard assassin » de Lorraine. Ce qui devait être l'intronisation de Sofia devint un cirque médiatique. Dans une industrie où l'image était tout, ce scandale était dangereux pour une actrice étrangère cherchant à s'imposer. Sofia voulait être reconnue pour son talent, non pour une querelle fabriquée. Cette photo m'a poursuivi toute ma vie, confia-t-elle. On me la présente souvent pour une dédicace, et je refuse toujours. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Malgré l'humiliation, Sofia resta digne. Elle refusa d'alimenter la polémique, même lorsque l'image devint l'une des plus iconiques d'Hollywood. Quand Mansfield mourut tragiquement en 1967, à 34 ans, dans un accident de voiture, Sofia fit preuve de compassion. Respect pour Jane, car elle n'est plus parmi nous, déclara-t-elle. En choisissant de ne pas exploiter ce scandale, Sofia prouva qu'elle était plus grande qu'une rivalité inventée, mais l'incident marqua un tournant, rappelant à quel point une seule soirée pouvait redéfinir une carrière. Dans les années 1950, peu de rivalités brûlaient aussi fort que celle entre Sofia Loren et Gina Lollobrigida. Ces deux déesses italiennes, toutes deux proclamées « la plus belle femme du monde », furent enfermées dans une querelle aussi théâtrale que cruelle, qui faillit détruire la carrière de Sofia. Leur affrontement, alimenté par la presse et les studios, devint une légende en soi, mais à quel prix? Tout commença en 1954, lors du Festival du film italien à Londres. Sofia, 20 ans, était une étoile montante, avide de se faire un nom. Gina, de 10 ans son aînée, était une vedette confirmée, reine du cinéma italien. Devant la reine d'Angleterre, les deux femmes posèrent pour les photographes, mais la tension était palpable. Sofia, drapée dans une cape dramatique et coiffée d'une couronne, cherchait à briller. Gina, distante, semblait mépriser cette jeune rivale. Ce soir-là, une rivalité naquit, qui allait enflammer les tabloïds pendant des décennies. Sofia, guidée par Carlo Ponti, son mentor et futur mari, se mit à se comparer publiquement à Gina. Elle plaisanta sur ses courbes, insinuant qu'elle surpassait celle de son aînée. Gina riposta avec une cruauté cinglante, « Nous sommes aussi différentes qu'un pur sang et une chèvre. Moi, je peux jouer une paysanne ou une aristocrate. Sofia ne peut jouer que des paysannes. » L'insulte blessa profondément Sofia, qui répondit en revendiquant un titre nobiliaire, vicomtesse de Pozzuoli, dame de Caserta. Vrai ou non, c'était un défi direct à Gina, une tentative de se hisser au même rang. La guerre s'étendit au plateau. Gina avait triomphé dans Pain, Amour et Fantaisie et sa suite, mais lorsqu'elle exigea un cachet exorbitant pour le 3e film, les producteurs se tournèrent vers Sofia. Cette dernière accepta un salaire plus modeste et s'empara du rôle, devenant la nouvelle coqueluche du cinéma italien. Les gros titres les dépeignirent comme des ennemis jurés. Un journal canadien titra « Gina vs Sofia, guerre ouverte sur le plateau ». Pour Sofia, encore novice à Hollywood, cette image de scandaleuse était un danger. Elle risquait d'être réduite à une caricature, loin de l'actrice sérieuse qu'elle aspirait à devenir.
En 1960, tout bascula. Sofia éblouit le monde dans La Ciociara de Vittorio de Sica, un drame poignant où elle abandonna son image glamour pour incarner une mère brisée par la guerre. À 25 ans, elle remporta l'Oscar de la meilleure actrice, le premier attribué à une performance en langue étrangère. Gina, malgré ses prix italiens et sa beauté légendaire, n'avait jamais atteint une telle consécration. La presse présenta cela comme une victoire de Sofia, l'artiste, sur Gina, la beauté déclinante. Gina accusa Sofia d'avoir orchestré cette rivalité pour sa publicité. Mon Dieu, elle et ses agents ont inventé cette querelle, et elle n'a jamais cessé, déclara-t-elle, amère. Elle souligna qu'elle avait bâti sa carrière seule, contrairement à Sofia, soutenue par Carlo Ponti, un producteur influent qui tirait les ficelles en coulisses. Sofia, elle, choisit le silence, refusant d'alimenter le conflit. Les deux femmes ne se retrouvèrent qu'une fois après les années 1950, en 1990, lors d'un hommage à Michael Jackson à Los Angeles. Même alors, elles s'ignorèrent presque, échangeant à peine un regard. Cette rivalité fut un piège pour Sofia. À ses débuts, Hollywood était impitoyable envers les femmes perçues comme mesquines ou controversées. Les rumeurs, amplifiées par la réputation de Gina, menacèrent son ascension. Mais Sofia tint bon. Elle se concentra sur son art, livrant des performances qui forcèrent le respect. Ses rôles dans des films comme Mariage à l'italienne ou Une journée particulière révélèrent une profondeur qui réduisit les critiques au silence. En janvier 2023, à la mort de Gina Lollobrigida à 95 ans, Sofia surprit le monde par sa déclaration. « Hier, j'étais trop bouleversée pour trouver les mots. Chère Gina, ton corps s'est éteint, mais la lumière de ton étoile brillera toujours dans nos cœurs. Je t'aime, Gina. » Ces mots, empreints de grâce, mirent un point final à une rivalité amère, prouvant que Sofia avait transcendé les querelles pour incarner une grandeur rare. À 90 ans, Sophia Loren révèle enfin la vérité derrière les mythes. Les films que nous chérissons prennent une nouvelle couleur à la lumière de ces luttes. Peut-on encore savourer une œuvre en connaissant les drames qui se jouaient en coulisses? Les légendes doivent-elles être célébrées pour leur art ou pour les batailles qu'elles ont menées pour survivre? Sophia Loren, par sa résilience et son talent, a prouvé qu'elle était plus grande que les scandales, les trahisons et les rivalités. Partagez votre avis en commentaire, likez et faites découvrir cette histoire à tous les fans de Sophia Loren.